Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode pour le Q&A 45. J'espère que, comme d'habitude, que vous allez merveilleusement bien. Moi, ça va, il est 9 heures du matin, là. J'ai juste pris mon café, j'ai fait mon yoga, j'ai joué avec... enfin, joué. J'ai laissé Crapsy me grimper dessus pendant que je faisais mon yoga. Donc, tout va bien, c'est assez chill ici. J'ai 2 visites prévues aujourd'hui, pour ceux qui savent que je cherche un appartement euh, actuellement. Donc, croisez les doigts pour moi. Enfin, non, croisez plus les doigts parce que je les aurais déjà visités au moment. Quoique, si croisez encore les doigts parce que s'ils me plaisent, du coup, je vais postuler. Et je ne saurai certainement pas d'ici vendredi si j'ai déjà, si j'ai le droit d'avoir ces appartements. On verra, on verra, on verra. Euh, En tout cas, on a plein de questions aujourd'hui, plein de questions. Je vais peut-être le faire en 2 fois, du coup, je ne sais pas. Je vais regarder, je vais voir combien de temps ça me prend, tout ça. Mais on va y aller directement. On va commencer tout de suite avec la première question, qui est assez longue. Alors, accrochons-nous. Coucou Clem. Alors, j'ai bien compris que planifier ces semaines, ça aide à prioriser et moins stresser. Et de fait, ça m'aide de faire du bullet journal, et faire des listes, etc. Mais triste constat, je suis super nulle pour planifier de manière réaliste. Même avec ta super méthode ABC qui m'aide à prioriser, j'ai encore une perception très biaisée de ce que je peux faire en une semaine, une journée ou une heure. Surtout depuis que je suis maman et que mon planning est non seulement restreint, mais en plus très aléatoire, et mes capacités à produire de la matière intellectuelle au travail pas toujours au top du top. Je sens bien que la clé derrière serait de renoncer ou reporter certaines choses, mais ça m'est très difficile. Toi, comment tu as fait si tu es déjà passé par là? Alors je pense que bon, tu as répondu à ta propre question. Tu dis toi-même que tu sais que la clé serait de renoncer ou de reporter certaines choses. Donc bon, déjà voir si tu peux travailler là-dessus, évidemment, à voir si pourquoi ça t'est si difficile de renoncer ou de reporter certaines choses et bon, comme d'habitude, comme on en a déjà discuté d'ailleurs dans des podcasts précédents ou bien ensemble, c'est toujours une bonne idée d'essayer de voir pourquoi ce qu'on sait qui serait bon pour nous, c'est difficile à faire. Après, ça m'inspire plusieurs choses, plusieurs autres choses. J'avais aussi tendance à être trop optimiste, euh, à me dire oui, voilà, de 9 heures à 10 heures, je vais faire ça, puis de 10 heures à 11 heures, je vais faire ça, puis de voilà. Et puis j'ai décidé, j'ai vu que ça marchait pas en fait, mon cerveau grillait quand j'enchaînais les tâches ou que les tâches prennent toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Enfin, voilà, il y a des imprévus qui arrivent, c'est compliqué. Donc j'ai décidé de m'accorder plus de buffer entre les tâches et j'ai moins de scrupules à déplacer les tâches d'un jour à l'autre en fonction des imprévus. Du coup, puisque je me suis accordé plus de buffer, donc je sais que, voilà, en général, quand je planifie ma semaine, je mets les tâches qui reviennent toutes les semaines, plutôt en début de semaine. Donc, enregistrer mes podcasts, faire ma newsletter, préparer le contenu Instagram et puis bien sûr aussi, ça c'est le côté marketing, mais aussi bien sûr toutes les tâches de création de cours, de check-in avec mes clients et cetera. Donc tout ça, c'est vraiment très, lundi, mardi, mercredi et le jeudi, vendredi, j'ai des work blocks, mais je sais pas vraiment encore, au moment où je planifie ma semaine, ce qu'il va y avoir dedans. Soit ça va être, là, par exemple, cette semaine, je vais possiblement déplacer ma newsletter au jeudi parce que, j'ai des trucs qui sont arrivés en début de semaine qui font que, j'aurai certainement pas le temps. Donc pouf, je peux déplacer ça au jeudi parce que je me suis accordé ce buffer de fin de semaine où je fais les choses qui sont moins importantes, moins automatiques et voilà. Donc voilà, avoir plein de buffers dans sa semaine, mais évidemment quand on veut tout faire, c'est compliqué, d'avoir du buffer parce que toutes nos tâches planifiées prennent déjà toute la place. Heu, voilà.
Il faut ensuite trouver le bon équilibre là-dessus. Après, ça veut aussi dire ça veut aussi dire que parfois, je dois déplacer des choses à des moments qui ne vont pas du tout. Quand je mets trop de choses dans ma semaine et que c'est des choses, sur lesquelles je veux pas négocier, ben, si jamais je prends un peu trop de temps à faire une tâche, ça veut dire que le soir, alors que normalement je termine complètement de bosser vers 19h-19h30, ben, parfois je vais pousser jusqu'à 20h-20h30 parce que, bah, j'ai pris trop de temps à faire un truc, je me suis éparpillée ou voilà, ou mon planning s'est pas passé comme prévu. Et ça me va pas du tout. Donc parce que mon temps de repos est quelque chose qui est très précieux pour moi. Donc je sais qu'exceptionnellement, il va falloir que je le fasse parce que, bah, c'est la vie d'entrepreneur, c'est la vie de freelance et que si on veut que les choses avancent, il faut sacrifier un peu de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire régulièrement et je vais tout faire pour que ça n'arrive pas régulièrement et ça passe du coup par, avoir du buffer dans mon temps de travail. Sinon, j'ai une, de mes clientes qui m'a parlé de sa méthode que je trouve très, très bien, où chaque jour, elle se donne une seule grosse tâche pro et une seule grosse tâche perso. Donc ça revient un peu à la méthode ABC où on a un seul A ou une seule tâche A, donc qui est, absolument importante, urgente, qu'il faut être fait, qui doit être faite par jour. Et elle le met aussi bien. Donc moi, j'en avais parlé plus, je pense, dans le domaine pro. Une seule tâche importante, une seule tâche A pro par jour. Mais elle le fait aussi également avec ses objectifs personnels, ce que j'aime bien parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi, hem, de faire de la place à ses objectifs perso, à ne pas seulement penser au travail évidemment. Parce que ça peut arriver aussi parfois qu'on se laisse, surtout quand on est freelance, on se la ou même dans la vie d'employé j'imagine, mais j'imagine, comme si j'avais jamais été employée, c'est heu, mais voilà, de laisser de la place aussi à ses objectifs personnels en termes de hobby ou de développement personnel ou de vie de famille, de vie sociale et cetera. Donc elle se met une seule tâche pro, une seule tâche, perso par jour et je trouve ça bien, je trouve ça très, très bien. Voilà. Donc ça plutôt que de se dire: «Ah voilà, le lundi, il faut que je fasse ta 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 ta, tout ça et tout est important», à la fin de la journée, on est cramé, quoi et il y a encore toute la semaine derrière à faire. Dernière chose que je dirais, je pense, c'est que, je trouve aussi que je suis plus productive quand mon planning est plus rempli. Bizarrement, je crois que c'est la loi de Parkinson que ça s'appelle, qui dit qu'une tâche s'étend sur la durée qu'on se donne pour la faire. Donc si on se donne 5 jours pour par exemple rédiger un article, bah, ça prendra 5 jours. Si on se donne 3 heures pour rédiger le même article, ça prendra 3 heures parce qu'on va se mettre plus de pression, on va, hem, moins s'attarder sur des détails, tout ça et ça va faire que, voilà, on peut faire les choses plus rapidement quand on a moins de temps à les faire pour les faire. Donc je sais que parfois quand je vois, bah, comme aujourd'hui par exemple, j'ai pas de cours prévus, la vie a fait que j'ai, 0 cours prévu aujourd'hui. Donc je me dis que: «Ah j'ai trop de temps aujourd'hui, je vais pouvoir faire plein de choses». Mais si je définis pas trop ce que je veux faire et les deadlines, donc voilà, si je me dis pas: «Mon podcast à 10 heures je dois avoir terminé de l'enregistrer et je dois l'avoir édité, uploadé». Si je me dis: «Oh voilà, je vais faire mon podcast ce matin», bah, il y a moyen qu'à midi, je suis encore dessus, en fait. Parce que je passe la journée à traîner, parce que je me dis: «Oh j'ai plein de temps, donc voilà, je peux blablater pendant des heures, pendant l'enregistrement et puis après je vais faire une petite pause avant de l'éditer, machin truc». Bref, heu, ça peut être aussi intéressant de prendre ça en compte. Que que parfois il faut se mettre des deadlines à soi-même et il faut peut-être plus mettre de choses dans son planning, pour pouvoir en accomplir plus et moins traîner en route. Donc voilà, un mélange de ouais, faut couper dans l'art effectivement, s'il y a des choses que tu peux reporter ou auxquelles tu peux renoncer, c'est toujours une bonne idée, pour alléger un peu ton fardeau. Il faut se donner des buffers aussi, un peu de souplesse, un peu de flexibilité, mais également faire preuve de discipline, se mettre des deadlines, en plus
de la souplesse et de la flexibilité. Trouver un bon équilibre là-dessus et ça se fait un peu à tâtons, n'est-ce pas, en trial and error. Ok, deuxième question. Quelle alternative à des tractions si on n'a pas de bar à la maison? Alors oui, on en a discuté du coup en personne ensuite. Ça va être j'ai hésité à sauter cette question du coup parce que je vais devoir décrire les choses et que c'est pas facile sans les montrer. Euh, donc si on veut faire des tractions, si on veut s'améliorer aux tractions ou même réussir à en faire une, et qu'on n'a pas de barre de traction à la maison parce que c'est moche ou que et qu'on a le veto de notre partenaire ou bien que c'est difficile à accrocher quelque part. Il y a plusieurs choses que j'aime bien pour travailler ça. La première, c'est un exercice qui s'appelle le pull-over. Je ne sais pas si ça a un nom en français, certainement. C'est pas le pull-over, en tout cas. Le pull-over, si on a des haltères ou une kettlebell, c'est top. C'est-à-dire qu'on est allongé sur le dos. On peut aussi se mettre en position de pont, donc relever les hanches, ne pas avoir les hanches au sol. On peut aussi les avoir au sol, mais on a plus d'amplitude et on travaille les fessiers quand on lève les hanches, donc autant le faire ça. Et puis, du coup, dans cette position de pont, allongé sur le dos, les genoux pliés avec les hanches relevées, on a les bras avec nos haltères juste au-dessus des épaules, donc dirigés direct vers le plafond, et on va les amener vers l'arrière, donc par-dessus la tête vers le sol derrière nous, et on les ramène ensuite au-dessus des épaules. Et en gros, c'est presque comme si on faisait une traction, sauf qu'on change notre rapport à la gravité et on utilise les haltères pour rendre la chose un peu plus compliquée. Donc voilà, ça c'est si on a des poids qu'on peut utiliser. Le deuxième, ça va être avec une bande élastique. Les élastiques, c'est vraiment merveilleux pour travailler un peu la résistance, pour faire de la musculation sans avoir d'haltères. Et en plus, on peut les emporter partout si on voyage, si on va en hôtel. C'est très facile à avoir avec soi, alors que des haltères, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, la bande élastique, mais donc on peut l'attacher en hauteur si on a un endroit où on peut l'attacher et on va tirer donc sur chaque élastique vers le bas, donc comme si on se tirait en traction, sauf que là, la résistance vient de l'élastique et pas du corps qui se soulève de terre. Et ou sinon, si on n'a pas d'endroit pour l'attacher en hauteur, juste on tient l'élastique, donc un bout dans chaque main, on a les bras, on est debout, on a les bras par-dessus la tête, donc vers le plafond, les bras étirés, et puis on va tenir l'élastique d'une main, un bras ne va pas bouger, et puis l'autre va tirer vers le bas. Donc encore une fois, comme si on se tirait en traction, sauf qu'on fait le mouvement inverse. Voilà. Et puis on alterne évidemment, on fait l'autre bras aussi. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est visualisable. Sinon, n'hésitez pas à me le demander personnellement et puis je vous montrerai une vidéo où on discutera en visio. Voilà. Troisième question. Des conseils pour mieux vivre sa volonté de travailler moins dans un monde qui voudrait qu'on travaille toujours plus. Alors, je trouve ça intéressant parce que tu me demandes comment mieux vivre sa volonté de travailler moins et pas comment moins travailler, comment travailler moins. Donc, ce que je comprends, c'est que ton souci, c'est que tu peux travailler moins, mais tu culpabilises de vouloir travailler moins face à la pression du monde extérieur, en fait, de la société. Je pense que c'est sain de l'assumer, en fait. On a tous un rapport différent au travail, quel que soit ce rapport qu'on a, c'est sain de l'assumer. Je sais pas si tu es dans des communautés de freelancers, mais moi, je le vois beaucoup autour de moi, dans différents mentorats. Donc j'ai des mentors, que business, en fait, qui m'ont été très utiles quand j'ai lancé Yoga with Clem, en fait, pour savoir comment gérer son auto-entreprise, en fait, parce que je savais rien. Moi, j'avais juste fait une formation pour devenir, prof de yoga et il y avait un tout petit peu, de comment faire marcher son business quand on est, prof de yoga, mais c'était surtout axé, vers le cursus normal des profs de yoga, c'est-à-dire de rejoindre un studio et de travailler dans un studio et donc d'être employé à nouveau, en fait, presque. Moi, c'était pas du tout ce vers quoi je voulais me diriger, donc il a fallu que j'apprenne à gérer mon entreprise.
Mais bref, il y a du coup beaucoup de business mentors, que je suis sur Instagram, sur des newsletters et cetera. Et puis tu vois qu'il y en a qui te promettent un salaire à 6 chiffres en travaillant 4 heures par semaine, donc lol un peu, mais bref. Et puis il y a les autres de l'autre côté, qui prônent le travail 7 jours sur 7 parce qu'ils vivent pour le grind et que voilà, il faut travailler toujours, il faut gagner plus d'argent, machin truc. Et lol aussi. Mais dans les gens un peu plus sains, je vois des gens qui bossent énormément, mais qui adorent ça, qui trouvent vraiment leur purpose là-dedans, leur merde, comment on dit purpose? Enfin, le sens à leur vie, dans le travail, dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens et je trouve ça super cool et ils s'épanouissent vachement dans ça. Puis il y a d'autres qui ont une famille et qui veulent passer du temps avec leur famille ou qui veulent simplement avoir plus de temps libre. Et personnellement, ça m'a pris un moment, pour, définir justement là où je me situe et je me rends compte en fait que j'aime beaucoup avoir du temps libre. J'aime beaucoup ne pas travailler, même si j'adore mon travail. Mais au début, je culpabilisais parce que je me disais que, bah, déjà mon travail, c'est ma passion. Bon, vous connaissez si vous avez ce genre de travail passion-là, vous savez que c'est à double tranchant parce qu'on adore ce qu'on fait, mais en même temps, bah, ça peut aussi créer d'autres problèmes et du coup, dont ce genre de problème et je me disais que je devrais bosser plus pour avoir plus d'impact, aider plus de gens et cetera et que c'est pas normal de pas vouloir bosser parce que, je suis censée être quelqu'un de bien, qui veut aider un maximum de gens et cetera et puis maintenant je me dis que, bah, non, non, enfin si, je suis quelqu'un de bien qui veut aider un maximum de gens, mais que je trouve vraiment mon équilibre avec un peu moins d'heures de travail. Je me sens plus ressourcée, quand par exemple, bah, je j'éteins WhatsApp tout le week-end et que je suis pas complètement enfin, je suis pas toujours disponible pour mes clients. Il y a pas d'urgence dans le yoga, donc je peux, me permettre d'avoir un week-end, hem et du coup, en fait, quand je suis avec mes clients, je les sers mieux. Je suis beaucoup plus reposée, je suis beaucoup plus, épanouie parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai une vie riche en dehors de mon travail et cetera. Et je ne cherche plus à être, super busy, avant je trouvais que c'était et c'est aussi il y a une sirène derrière. Je pense que c'est aussi parce que j'avais moins de clients et je cherchais à avoir suffisamment de clients pour pouvoir, vivre, pour avoir suffisamment de revenus et du coup, c'était bien si j'étais très, très occupée parce que ça voulait dire que j'avais plein de clients et que je gagnais un peu plus d'argent. Et maintenant je cherche, plus à être super busy, mais à être juste busy comme il faut, en fait. Et quand on a le privilège de pouvoir l'être et de gagner quand même sa vie, ben, il faut en profiter. Du coup, je t'encourage, si c'est ton cas, à à, mmh, à assumer ça, en fait, à assumer d'avoir ce privilège qui est fou heu, de pouvoir subvenir à tes besoins, de pouvoir faire ton travail que je sais que tu es passionné par ça, hem et d'avoir, bah, d'avoir un niveau d'occupation, d'un niveau ouais, un niveau d'heures de travail qui te convient, en fait et qui n'est pas, bah, qui répond pas justement, oui, à l'hyperproductivité, du capitalisme, voilà, on s'en fout, quoi. Enfin, je l'important, c'est toujours de trouver ton équilibre à toi, quel que soit quel qu'il soit. Excuse-moi, je bafouille un peu maintenant, hem, parce que je réfléchis en même temps que je parle et c'est pas facile. Mais voilà, demande-toi, en fait, demande-toi aussi et je pense que ça rejoint plein de choses, dont j'ai déjà parlé dans des podcasts précédents en réponse à tes questions. Pourquoi ça te fait culpabiliser? Pourquoi tu penses que ça devrait être, pourquoi tu penses que tu devrais répondre à l'injonction du capitalisme et de l'hyperproductivité? Et qu'est-ce qui est vraiment important, en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important? Que tu te sentes bien avec un nombre d'heures de travail qui est peut-être un petit peu moins élevé que ce qu'on nous injonctionne à faire ou ou de ouais, d'y répondre. Mmh, voilà.
Je sais pas si je réponds complètement à la question, mais bon, en tout cas, j'ai partagé mon expérience. J'espère que ça te sera utile quelque part, mais n'hésite pas si tu veux qu'on en discute, davantage. Je vais passer à la question suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui ne peut pas se lever le matin? Et là aussi, c'est super intéressant la façon dont la question est formulée parce que tu utilises le terme «je ne peux pas se lever le matin» et ne pas pouvoir se lever le matin, c'est fort quand même, c'est fort comme formulation et c'est pas juste, qui je galère à me lever le matin ou j'ai pas envie de me lever le matin. Non, c'est je ne peux pas me lever le matin. Alors j'ai envie de te demander pourquoi tu peux pas? Parce que physiquement, je te connais, je sais que tu peux, donc je sais que c'est un blocage mental et qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Alors, ça peut être un symptôme de dépression, donc je veux faire attention à ce que je dis, parce qu'on peut rapidement s'éloigner de mon domaine de compétences. Donc déjà, j'adresserai ça avec un thérapeute si tu as l'impression que tu ne peux pas te lever le matin et que tu as vraiment un blocage psychologique, mental à ça. Donc déjà, voilà, disclaimer, ça peut être un symptôme de quelque chose qui dépasse mon domaine de compétences. Ensuite, une fois que voilà, que ça c'est suivi, que ça c'est regardé par un thérapeute compétent, je regarderai en priorité ton rythme et ton hygiène de sommeil. Est-ce que tu as un rythme régulier? Alors je sais que non et pour moi, j'en ferais enfin, si j'étais à ta place, ce que je peux te conseiller, c'est d'en faire ta priorité, en fait. Parce que c'est très, très difficile de se lever le matin quand on n'a pas assez dormi, en fait. Et c'est pour ça que la plupart du temps, moi, personnellement, je protège mon heure de coucher avec ma vie, quoi. Je me fiche de justement de cette pression sociale de ah bah non et voilà, c'est en plus c'est l'été, le soleil se couche tard, donc il faut se coucher plus tard. Ouais, mais quand on se réveille toujours à la même heure, bah, ça veut dire qu'on sacrifie son sommeil. Donc non, même s'il fait encore un peu clair dehors, bah, je baisse les persiennes et je prends mon bouquin dans mon lit et je vais me coucher assez tôt pour me dire que, bah, demain matin, quand je me réveillerai et bah, ce sera facile, en fait et ce sera facile de sortir de mon lit parce que je suis pas en manque de sommeil. Quand on dort assez, quand on dort bien, tout est plus facile dans la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, commencer par trouver un rythme régulier, un rythme de une heure de coucher, une heure de lever régulière et dormir assez. Hem, ça serait vraiment mon premier axe d'amélioration, mon premier axe d'intervention. Et puis se faire une routine matinale qui nous donne envie de nous lever aussi, en fait. Parce que commencer la journée en se disant, je vais me lever, il faut que je commence à travailler direct ou je vais me lever, il me reste, 10 minutes pour prendre ma douche, pour, prendre mon petit déjeuner et courir, chercher dans les transports en commun, ça donne pas envie, en fait. On n'a pas envie de se lever, effectivement. Et c'est encore une fois pour ça que le matin, je m'accorde vraiment une longue routine matinale. Hem, donc je vais me coucher tôt pour pouvoir me lever tôt, pour avoir du temps le matin pour pouvoir me faire ma longue routine matinale, parce que je commence la journée avec quelque chose que j'adore faire. J'ai hâte de me lever le matin parce que je sais que je vais aller faire mon petit yoga avec mon petit chinchilla qui me grimpe dessus et ensuite une fois que mon yoga sera terminé et ce sera déjà un moment trop cool, je vais aller boire mon café en faisant mon cours d'allemand avec mon chat sur ma loggia et ça va être tout chill, ça va être cool, j'apprends quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Donc c'est des moments précieux, en fait, que j'attends avec impatience. Même la veille au soir, je me souviens, enfin, je me suis fait la réflexion la dernière fois. J'étais dans ma cuisine et puis je voyais mon café, enfin, le conteneur de mon café et je me disais: «Oh, j'ai hâte d'être demain matin et de boire mon café sur ma loggia avec mon chat» et c'est cool, quoi. C'est cool d'anticiper avec impatience comme ça sa routine matinale. Ça donne envie de se lever, ça donne envie de se coucher tôt aussi, pour, du coup, pouvoir en profiter. Donc voilà et alors je sais que c'est
compliqué, que c'est vraiment tout un changement de routine et d'état d'esprit, tout ça, mais c'est tellement précieux et ça vaut tellement de réussir à décaler ses journées comme ça et de commencer ses journées sur un high, vraiment sur un voilà, quand on commence sa journée bien, en se sentant ressourcé, on a bien dormi, on a bougé un peu, on a passé du temps, fait des choses qu'on aimait, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir une bonne journée qui en découle et du coup, une succession de bonnes journées qui font des semaines super, des mois super, des années super et une vie super, n'est-ce pas? Alors voilà, à quoi ça ressemblerait pour toi? Une routine matinale que tu kiffes, parce que voilà, je sais que tout le monde n'a pas la même, n'a pas la même vision d'une super routine matinale, mais c'est important et c'est intéressant de se dire: «OK, à quoi ça ressemblerait pour moi? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire le matin pour m'assurer que, le reste de la journée se déroulerait du mieux possible?» Et c'est quelque chose dont on peut discuter ensemble. Bien entendu, je vous encourage à m'envoyer des messages. Question suivante, on a combien de temps déjà là? 25 minutes? D'accord. Question suivante, je vais voir combien de questions il me reste, je ferai peut-être 2 podcasts. Oh merde, pardon, excusez-moi, je jure. Je suis partie complètement au mauvais endroit dans mon fichier. Je redescends, donnez-moi une seconde. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai encore plein de questions. Je vais en faire une dernière et puis après on passe à la suivante. Je fais du yoga avec toi. Oups! Je fais du yoga avec toi depuis quelques mois et je commence à comprendre des sensations de mon corps que je ne connaissais pas, à les écouter, à savoir y répondre. Maintenant que je l'ai appris, je comprends l'utilité du yoga pour moi, mais comment l'expliquer à une personne qui n'a pas encore atteint cette étape? Alors c'est une question que je me pose souvent, parce que c'est très difficile de faire comprendre ce genre de bienfait à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. C'est un peu comme expliquer les couleurs à un aveugle de naissance, je dirais. C'est c'est quelque chose qui est sans doute un des aspects fondamentaux du yoga, mais qu'on ne peut pas on vient pas au on vient pas au yoga pour ça, en fait. On vient pas au yoga en se disant: «Oh, je veux apprendre», enfin, c'est rare. «Je veux apprendre à comprendre les sensations de mon corps» et parce que déjà, il faudrait se rendre compte qu'on qu'on n'y est pas connecté et je pense que la plupart des gens, heu, ne se rendent pas compte de ça, comme c'était ton cas d'ailleurs, en fait. La plupart des gens commencent le yoga avec pour une certaine raison, gagner en souplesse, ou améliorer son sommeil ou gérer son stress, voilà. Ils commencent le yoga parce qu'ils ont entendu que c'était bien pour le stress, c'était bien pour le corps, machin, mais ils vont continuer à en faire pour une autre raison et dans ton cas, tu voulais que je t'aide avec le sommeil. Tu me disais que non, j'ai mal nulle part, j'ai pas besoin de m'étirer, j'ai pas besoin des postures, tout ça. Et puis, assez rapidement, tu as découvert plein de petites choses dans ton corps. Tu as compris, des limitations que tu avais acceptées, tu avais compris que des limitations que tu avais acceptées comme inéluctables ne l'étaient peut-être pas, qu'en fait, oui, tu avais, je sais pas, un manque de mobilité dans l'épaule qui t'empêchait de faire du tennis correctement et tu pensais juste que c'était comme ça, en fait et que c'était juste ton corps et que ou même tu y pensais même pas et tu t'es rendu compte que, si on pouvait travailler là-dessus, ben, ça changerait toute ton expérience, de la vie, mais enfin de la vie, du tennis en tout cas et de la vie en général aussi. Mais si je te l'avais dit avant, en fait, tu m'aurais pas cru. Donc tu es venu me trouver pour le sommeil et résultat, on a amélioré beaucoup ton sommeil en un mois, mais un an après, tu es encore avec moi, on travaille encore ensemble. Donc c'est voilà, c'est pas la raison pour laquelle tu as commencé le yoga, mais c'est celle pour laquelle tu l'as continué parce que tu te rends compte que c'est hyper précieux, en fait, d'avoir ce lien-là avec son corps et de pouvoir, déjà entendre les sensations, entendre les messages que notre corps nous envoie, les messages de douleur, de tension, voilà, comprendre que, une douleur, ce qu'on se dit comme:
ça fait mal, ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être une sensation d'étirement mais comme on ne s'étire jamais, on ne sait pas à quoi c'est, donc on met une étiquette douleur sur tout ce que sur toutes les sensations dans le corps. Ou bien au contraire, on se dit: «Bah non, j'ai pas de douleur», mais en fait, on se rend compte en écoutant un petit peu plus son corps que, ah bah non, c'est pas juste l'état normal de notre corps, en fait. On s'est tellement habitué à avoir mal au dos ou mal aux épaules ou avoir des tensions ici et là, qu'on pense que c'est juste normal et que c'est pas des douleurs. Donc je sais pas si c'est clair, mais on a vraiment cette déconnexion entre l'esprit et le corps qui fait qui fait qu'on peut pas répondre aux besoins de notre corps. Et quand on répond pas aux besoins de notre corps, il va parler de plus en plus fort et ça va se manifester de plein de façons différentes, avec du stress, avec, des problèmes de sommeil, avec des douleurs de plus en plus fortes dans le corps, et cetera. Donc, ouais, je dirais qu'on peut essayer de l'expliquer à des gens un peu, comme je le fais là maintenant, mais c'est hyper compliqué quand on n'en est pas conscient, enfin, quand notre interlocuteur n'est pas conscient que ça le concerne aussi. Donc je préfère laisser les gens venir vers moi parce qu'ils ont mal quelque part, parce qu'ils sont stressés, ils veulent gagner en souplesse ou mieux dormir. Et puis je sais que dès qu'on va commencer à creuser un peu, au bout de quelques séances, il y a d'autres choses qui vont se révéler, il y a un travail plus important et plus en profondeur qui va commencer à se faire et que c'est là que vraiment la magie va va opérer. Mais ouais, c'est difficile à expliquer et c'est quelque chose que j'essaye d'articuler, dans mes newsletters ou sur Instagram ou même là dans mon podcast, mais pas toujours facile, effectivement. Voilà. Je vais faire une partie 2, je pense, parce qu'on est déjà à 31 minutes et j'ai encore, toute une sortie de que toute une liste de questions. Je vais déjà uploader ça. Voilà. À tout de suite pour la partie 2 si vous enchaînez. Sinon à très bientôt. Ciao.